Bonjour à tous, j'étais en train d'observer comment se portait le Dow to Gold Ratio, c'est-à-dire l'indice du Dow Jones en relation avec le cours de l'or. Donc je vais essayer de vous expliquer simplement. Ici, quand on est des périodes où la courbe monte, c'est que le Dow Jones surperforme l'or, donc c'est favorable à toutes les valeurs papier entre guillemets, c'est-à-dire typiquement aux achats d'actions. Et quand la courbe baisse, on a l'or qui surperforme le Dow Jones. C'est-à-dire que c'est une période favorable aux assets physiques, comme l'or. Donc typiquement, des investisseurs comme Warren Buffett par exemple, et son fonds Berkshire Hathaway, si possible, ils vendent leurs actions, ou ils vendent beaucoup d'actions quand l'indice Dow to Gold tente à baisser après une montée. Et quand l'indice est au plus bas, juste avant que ça remonte, ils ont tendance à racheter des actions. Et j'ai remarqué des patterns en fait quand j'ai regardé le cours du Dow Jones Gold Ratio, des patterns qui m'ont rappelé 1973, et en même temps, les positions, on va dire les patterns d'allègement de portefeuille de Berkshire Hathaway, comme je vais vous montrer, me rappellent celles de 2008, à peu près ici. Je vais vous expliquer tout ça. Et une fois que j'ai fini mon montage, eh bien, je suis tombé sur des vidéos de Money Radar qui sont récentes. Trump déclenche-t-il volontairement la crise du siècle? Les preuves qui inquiètent. Et la vidéo Warren Buffett se prépare à un crash massif. Et en fait, ça m'a confirmé dans les patterns que j'observais. Je vais essayer de vous expliquer tout ça simplement. Donc, déjà, dans l'évolution de l'indice Dow to Gold Ratio sur un an, on voit clairement que par rapport à fin novembre, début décembre, le point haut, eh bien, ça a bien baissé. Là, ici, on est en avril. Ça a bien baissé. Ce qui veut dire qu'il y a une tendance naturelle à vendre les actions et à acheter de l'or, donc, pour faire simple. Ensuite, quand on regarde simplement l'indice du Dow Jones, c'est-à-dire l'indice seul, pas comparé à l'or, on peut voir aussi que depuis le mois de décembre 2024, le point le plus haut à 45 018, eh bien, on a eu une clôture, là, si je dis pas de bêtises, du Dow Jones à 38 314 vendredi, avec une chute assez vertigineuse. Donc pour moi, c'est le début des complications. Hein. Et on a aussi donc une chute de la valeur du Dow Jones depuis décembre 2024. Donc grosso modo, quand le Dow to Gold Ratio a tendance à chuter, naturellement aussi, ça veut dire que le Dow Jones, l'indice seul, chute également. Maintenant, regardez ce que j'ai entouré en rouge dans cette courbe du Dow to Gold Ratio qui va de... Alors là, on voit pas très bien, mais ici, au début de cette montée du cours, on est vers 1957. Ici, fin 1973. Ici, on était en fin 2012, début 2013, et ici on est aujourd'hui. Alors, d'une part, j'ai tracé une ligne noire. Alors, on voit pas tout... Attendez. Alors, ici, on voit la chronologie depuis les années 1920. Donc, la ligne noire que j'ai tracée sur l'autre graphique, qui correspond plutôt à une zone de résistance, une zone de support. C'est pas une ligne exacte. Mais grosso modo, on avait atteint un point haut du Dow Jones to Gold Ratio en 1929. Donc c'était une résistance. Et j'ai tracé cette ligne, puisqu'on a vu que quand on a tendance à dépasser ce cours par la suite vers le haut, on casse la résistance. Et ensuite, quand on repasse en dessous, vous voyez, ça casse violemment ce qui devient donc un support. Et la chute a tendance à être vertigineuse quand on casse ce niveau. Ça a été à nouveau le cas à partir de environ 1997-98, quand on a cassé à nouveau cette résistance vers le haut, et dès qu'on l'a cassé, ce qui est devenu donc un support vers le bas, on a encore une chute violente. Et cette ligne continue ici. Et je vais vous montrer que depuis qu'on a cassé à nouveau ce support vers le bas, a priori je m'attends à ce que ça fasse le même pattern, enfin moi,
ça ne concerne que moi, hein. On dit toujours que les anciens patterns ne doivent pas augurer du futur, mais ça c'est toujours ce qu'ont tendance à vouloir vous faire croire des gens qui y ont intérêt, hein. Moi personnellement j'y crois. Donc moi le pattern qui est ici me rappelle celui ici, juste après la crise Nixon, qui correspond aussi à la crise du pétrole de 73, et donc voilà, ensuite on a une chute vertigineuse. Donc je vais vous remontrer maintenant le graphe, voilà où je vous ai mis les indices. Donc ce support résistance là en noir, vous voyez à quoi il correspond, et comme je vous disais, quand on vient casser vers le haut ou vers le bas, eh bien cette ligne, grosso modo, ça nous donne quand même toujours les mêmes comportements. Je vais utiliser un terme un peu technique. Dans ces deux zones que j'ai entourées, donc de 57 à 73-74 et de 2012-13 à 2025, je dis pas que ça ressemble exactement, je dis qu'il y a des patterns qui ressemblent. Et que grosso modo, autour de cette ligne noire que j'ai tracée, le cours vient en range, c'est-à-dire que il n'y a pas d'évolution nette. Ça baisse et ça descend. Et regardez le pattern notamment ici, moi il me rappelle celui-ci, juste avant 1973, la crise pétrolière et l'affaire Nixon. Et regardez, au moment où on vient casser vers le bas la ligne noire ici, eh bien ça me rappelle, vous voyez, quand on casse violemment vers le bas, ça me rappelle ce pattern de 1973. Et toujours pareil, hein, avant cette zone de range, on venait avec une forte hausse, hein, là de 2012 à 2014, et ici là c'était de 1956-57 jusqu'aux années 60. Donc ce que j'observe, c'est que l'évolution de cet indice me fait à la fois penser au pattern de fin 1973 et l'attitude, les prises de position de Warren Buffett dans son fonds Berkshire Hathaway me rappellent par contre des patterns de 2008. Je m'explique. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la valeur globale du portefeuille des actifs de Berkshire Hathaway, donc de Warren Buffett. Et j'aime bien prendre des intervalles avec la valeur la plus haute jusqu'à la valeur la plus basse. Donc on avait une valeur maximale du portefeuille total d'actions au premier trimestre 2022, pardon, j'essaie de ne pas cacher le bandeau en dessous, à 363,6 milliards de dollars. Et il a vendu, enfin il a allégé son portefeuille plus ou moins continuellement jusqu'à le point bas qui est le dernier trimestre 2024, hein, donc de septembre à décembre, pour atteindre un point bas de 267,2 milliards. Ce qui fait quand même presque 100 milliards d'allègement dans ses positions. Donc globalement, ça veut dire qu'il a vendu des actions en résultat net. Et la dernière chute aussi élevée que j'ai observée dans les actions qu'il avait menées sur son portefeuille de Berkshire Hathaway, c'était entre le troisième trimestre 2008 et tout début 2009, puisqu'il était passé de 69,9 milliards à 40,9. Alors, effectivement, vous vous apercevez que la valeur totale de son portefeuille était moins élevée, mais les pourcentages restent les mêmes, et les pourcentages peuvent indiquer une tendance. Donc vous voyez ici, je remets ce graphique, par exemple, du Dow Jones, et le troisième trimestre de 2008 correspond à ce que j'ai entouré en rouge ici. Donc c'était comme par hasard juste avant la chute drastique des cours de la plupart des actions du Dow Jones, qui ont chuté donc typiquement avec ce qu'on a appelé la crise de 2008. Hein, vous voyez ce qui s'ensuit. Et là, ici, c'est la période où il a justement allégé son portefeuille de quelques 40%, on va voir ça. Ok, donc entre fin 2008 et début 2009, il a allégé son portefeuille d'actions de 41%. Et le pattern que j'ai observé entre fin 2024 et début 2025 équivaut pour l'instant à 26% d'allègement. Donc c'est les deux plus fortes chutes que j'ai observées. Donc ça peut augurer de mouvements similaires. D'autant plus que ici, j'ai pris les mouvements de son portefeuille jusqu'aux dernières données qu'on a, c'est-à-dire en gros décembre 2024. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il a fait
de janvier à avril 2025, mais à mon avis, il a continué à vendre. Et donc, là, on pourrait atteindre presque 40%, peut-être, hein, de pourcentage total. Ce qui nous ferait penser, je le répète, à la fin 2008. Alors, je vous ai synthétisé quelles pourraient être les conséquences possibles, si on se base uniquement là-dessus, dans les prochains mois. Si le Dow to Gold Ratio baisse, comme on a vu précédemment, hein, ici, baisse continue depuis novembre-décembre 2024, hop. Donc, s'il baisse, ça pourrait indiquer, bien évidemment, une surperformance de l'or par rapport aux actions. Mais qui dit, en général, surperformance de l'or, dit risque systémique globalement de plus en plus élevé. Donc un tel mouvement pourrait être causé par une aversion au risque, ça peut être les guerres, ça peut être un nouveau président qui arrive dans un pays très influent, ça peut être plein d'incertitudes. Donc une hausse de l'inflation ou une crise financière imminente. Tiens donc, enfin c'est évident en même temps. Ensuite, j'essaye d'affiner les résultats pour vous parler des conséquences sur un pays comme la France. Donc corrélation des indices. Le CAC 40 a une corrélation relativement forte avec les indices américains, en particulier le Dow Jones et le S&P 500. Une baisse du Dow Jones, par exemple, peut entraîner une baisse immédiate du CAC 40, notamment en raison des mouvements des fonds mondiaux qui ajustent leur portefeuille. Et pour vous montrer cet exemple, ici on a le Dow Jones qui a chuté brutalement, qui est passé de plus de 42 000 à 38 314 à la dernière clôture. Et ici c'est le CAC 40 qui a fait à peu près le même mouvement, on est passé de 8 120 à 7 274 à la dernière clôture. C'est assez violent. Alors au niveau du sentiment de marché, si le Dow Jones donc baisse, un ralentissement ou une correction du Dow Jones peut générer de l'aversion au risque en Europe, donc c'est ce qui se passe, poussant les investisseurs vers des actifs refuges, obligations ou or, et pénalisant les indices européens. Donc vous avez bien retenu que le risque ailleurs, notamment aux États-Unis, tend à encourager les investisseurs vers les chaussures, c'est-à-dire l'or et les obligations. Or, curieux hasard, il se trouvait qu'en décembre 2024, donc il n'y a pas longtemps, la situation des obligations souveraines françaises soulevait actuellement des inquiétudes en Europe en raison de la montée des rendements reflétant une détérioration de la confiance des investisseurs. Et à mon avis, la guerre que vous connaissez est un prétexte et surtout le réarmement global, puisque on est plus que jamais proche quand même d'une paix ou d'une trêve, et ils nous disent que la menace pourrait peser pendant des années et machin. À mon avis, tout ça est un prétexte, parce qu'ils ont choisi exactement le moment où les obligations souveraines françaises étaient dans la tourmente, et où le Dow Jones, donc le CAC 40, donc l'indice allemand, donc etc. en chaîne, eh bien, vont dévisser, et c'est le moment qu'ils ont choisi pour encourager un fonds, que ce soit les Français qui choisissent d'investir dans des fonds d'armement avec des budgets records. Ils ont choisi quand même pile le bon moment pour réallouer en fait tous les fonds des gens qui vont quitter le marché action et qui vont se réfugier vers les obligations souveraines, l'or, etc. et aussi vers des valeurs refuges peut-être comme des obligations pour financer la défense, tout ça. Et donc forcément que les obligations souveraines françaises et européennes, etc. vont, suite à ça, mieux se porter. Vous me suivez? Donc, en fait, la guerre n'est qu'un prétexte. Donc les budgets des armements vont augmenter, mais c'est peut-être pour pallier aussi à la situation financière catastrophique. Est-ce que vous me suivez? Et c'est exactement ce qui se passe. Regardez ici le cours de l'obligation française à 6 mois. Eh bien, on a une baisse continue depuis grosso modo juillet 2024. Donc, ce qui correspond peu ou prou à la politique un peu plus couillue, entre guillemets, de dirigeants européens comme Macron, qui ont dans la forme un peu plus montré les dents face à la Russie qu'avant, ce qui a tendance à rassurer les investisseurs. Donc, les obligations françaises, et aussi, comme on va le voir, regardez, ici, Allemagne, et donc toute l'Europe, avaient tendance à avoir des taux intenables, c'est-à-dire que plus les rendements sont élevés, plus ça sent mauvais pour les États. Et donc, comme par hasard, depuis quelques mois, où Macron, pour la France, a annoncé des réallocations de budget, des augmentations de budget de l'armée, et une politique plus musclée, entre guillemets, face à la Russie, comme par hasard, ça a fait baisser les taux de rendement des obligations françaises, allemandes et européennes. Donc, ça nous soulage, bien sûr. Là-dedans, la guerre n'est presque qu'un prétexte possible. Donc, je répète, c'est marqué ici, si les rendements baissent, ça signifie que les investisseurs achètent massivement ces obligations. Donc, c'est ce qu'ils font.
La demande pour ces obligations est forte. Une forte demande peut être motivée par un sentiment de sécurité. Les obligations d'État sont considérées comme des actifs refuges. Sentiment de sécurité, aversion au risque, les investisseurs se tournent vers les obligations souveraines, perçues comme sûres en période d'incertitude économique, ce que je vous disais tout à l'heure, de turbulences géopolitiques ou de crainte de récession. En achetant massivement ces obligations, ils font baisser leur rendement. Donc, je résume, le rendement des obligations souveraines françaises, allemandes et européennes était à des taux intenables, parce que il y avait une grosse incertitude sur l'Europe, et depuis que l'Europe, que ce soit militairement, diplomatiquement, montre davantage des dents, ça rassure les investisseurs qui achètent de plus en plus ces obligations, et donc le taux de rendement baisse, ce qui rend les obligations des États plus sûres. Est-ce que vous m'avez suivi? Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En général, plus il y a de risques, plus ça achète de l'or. Quels sont les risques actuellement? Les taxes sur les exportations, pour nous, vers les États-Unis, donc qui vont potentiellement augmenter, la guerre qui est toujours présente, l'arrivée de Trump au pouvoir, etc., etc. Tout ça est considéré par les marchés comme des risques. Peu importe s'ils ont raison ou pas, c'est considéré comme. Et quelque part, c'est le marché qui leur donne raison. L'or comme indicateur de risque. Une hausse significative du prix de l'or, donc, je rappelle, je reprends le Dow to Gold Index Ratio, pardon. Quand la courbe de cet index monte, ça veut dire globalement qu'on achète des actions et qu'on vend de l'or. Donc ça veut dire que plus cette courbe-là monte, plus l'or baisse. Très très schématique, mais voilà. Alors qu'à l'inverse, quand cette courbe du Dow to Gold Ratio baisse, eh bien l'or monte, grosso modo. Donc ici, je reprends donc l'indice du prix de l'or seul, pas en comparaison avec un autre, indique souvent une augmentation de l'aversion au risque ou des craintes liées à l'inflation, aux tensions géopolitiques ou à une récession. Dans ce cas, les investisseurs se retirent des actions, ce qui peut peser sur les indices comme le CAC 40, bien évidemment. Alors maintenant, plus précisément, influence de l'or sur certains secteurs du CAC 40. Les entreprises françaises liées aux matières premières, comme les minières ou les entreprises d'énergie, Total Energy par exemple, ArcelorMittal, peuvent bénéficier indirectement d'une hausse de l'or, car cela signale souvent une demande accrue pour les actifs tangibles. Donc, ça veut dire que les actions comme Total Energy ou ArcelorMittal pourraient avoir tendance à prendre de la valeur dans ce type de situation qui va venir. En revanche, des secteurs comme le luxe, LVMH, Hermès, donc typiquement les actifs de gens comme Bernard Arnault, ou la finance pourraient être sous pression si une hausse de l'or s'accompagne d'une incertitude économique. Ce qui est le cas, c'est ce qui se présente là. Donc, on est dans le scénario finalement numéro 1, c'est-à-dire le Dow Jones chute et l'or monte. Donc ici, je reprends bien le cours du Dow Jones seul, il chute depuis décembre 2024. Ok? Donc c'est pas seulement le Dow to Gold Ratio qui baisse, c'est aussi le Dow Jones. Parce qu'on aurait un cas de figure numéro 3 qui pourrait être l'or monte mais le Dow Jones aussi. Ce qui est assez rare, mais ça pourrait exister. Là, c'est pas du tout le cas. On a l'or qui monte, puisque le Dow to Gold Ratio baisse, c'est-à-dire qu'on vend des actions et on achète de l'or, ce qui veut dire que l'or monte, et le Dow Jones chute aussi. Donc on est bien dans le cas de figure du scénario 1, contexte, crise économique ou financière, aversion au risque accru. Impact sur le CAC 40, hausse de l'or égale fuite vers les actifs refuges, baisse des actions européennes. Les secteurs cycliques, luxe, banque, énergie pourraient être particulièrement touchés. Possible augmentation des valeurs défensives, santé, etc. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je pense que ça va chuter très fort tout ça. Il n'y a qu'à voir les dernières clôtures des cours du CAC 40 et du Dow Jones. Donc attendez-vous à des soubresauts. Vous vous souvenez, en 2018, j'avais fait une vidéo, mars 2018, qui disait la prochaine grande crise pourrait être entre 2020 et 2025. Donc on avait eu des petits soubresauts dus aussi à d'autres choses en 2020-2021, mais pas de mouvement majeur. Et la dernière année qui était prédite, sur laquelle il pourrait y avoir des mouvements majeurs, c'était 2025, et vu que ça s'est pas passé en 2024 et tout, je pense que ça arrive là. Ils ont essayé de repousser au maximum pour moi. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des mouvements qui sont pas naturels, que je vois trop souvent depuis quelques années, et c'est comme s'ils réussissaient momentanément à maintenir les cours en survie comme ça, faisant forcément des manipulations de marché, des choses comme ça. Ils tiennent les trucs à bout de bras depuis quelques temps, mais je pense qu'ils ont bien repoussé jusqu'au bout, et ça correspondrait peut-être à 2025. Donc attendez-vous à ce que tout ça
tombe, je parle du cours de la plupart des actions, bien que certaines, paradoxalement, vont profiter de ça comme j'ai expliqué. Et les cours de l'or vont continuer à monter, mais donc le risque aussi mondial va continuer à augmenter. Donc pensez aux conséquences, etc. Alors, moi si j'étais financier, j'aurais tendance là, mais c'est peut-être d'ailleurs un peu tard par rapport au point haut, à shorter le CAC 40 ou le Dow Jones et à acheter CFD sur or ou l'or physique, vous voyez. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.